Bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous les passionnés de géopolitique. Donc ce soir, on va poser la question, peut-on parler de blocus maritime vis-à-vis de l'Ukraine? En fait, on va aborder la question de la question du passage du détroit de Kerch. Alors le détroit de Kerch, c'est un passage qui permet de relier en fait les mers d'Azov, la mer d'Azov à la mer Noire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc une partie du territoire ukrainien est bordée par la mer d'Azov, et notamment la grande ville de Mariupol, qui est un des principaux ports ukrainiens avec celui d'Odessa, qui lui est situé par contre en mer Noire. Et donc la question c'est de savoir désormais est-ce que l'Ukraine ne va pas subir un blocus maritime du fait qu'en fait les autorités russes ont notifié en fait qu'ils vont donc mener des exercices militaires le long de ce fameux détroit de Kerch, et donc à partir de là, l'accès sera fermé pour les 6 prochains mois jusqu'à fin octobre, et donc ce qui veut dire que l'Ukraine ne peut plus accéder à son port, ou ne peut plus, si vous voulez, les marchandises ne peuvent plus arriver au port de Mariupol et ne peuvent plus être exportées depuis ce port. Donc à partir de là, l'Ukraine considère qu'il y a violation de son espace maritime. En fait, l'Ukraine fait référence notamment à un traité de 2003 qui a été signé entre les deux parties, entre l'Ukraine et la Russie, qui prévoit un accès égal, en fait, puisque égal. Mais ce traité de 2003 est de facto en fait caduque depuis en fait l'annexion de la Crimée, puisque la Russie considère qu'avec cette annexion de la Crimée, donc comme la Crimée lui revient, elle a acquise par l'annexion de la Crimée les droits territoriaux et maritimes liés au contrôle de la Crimée, et que donc désormais ce détroit de Kerch, qui est donc encore une fois qui relie la péninsule de la Crimée à la Russie continentale, et que donc comme c'est à l'ouest on a la Crimée qui est russe selon la version russe, et le territoire de la Russie continentale, en fait, pour la Russie, il n'y a pas même pas de discussion possible. Désormais, tout ce détroit appartient à la Russie et non plus comme avant partagé entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, désormais, la Russie disant puisque ceci est mon territoire, je peux donc mener des exercices militaires comme bon me semble. Et tant pis, si cela a des conséquences en fait sur l'Ukraine, puisque désormais l'Ukraine ne peut plus franchir ce détroit sans l'assentiment de la Russie. Donc voilà où on en est. Donc à la question y a-t-il blocus maritime contre l'Ukraine pour la Russie? Il n'y a pas de blocus maritime. La Russie exerce ses droits souverains, tandis que l'Ukraine, évidemment, comme elle ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée, ce qui est quand même le cas aussi, il faut le dire, en droit international, il n'y a aucun pays qui n'a reconnu l'annexion de la Crimée, à ma connaissance, pas même le Bélarus ou un autre État de l'ex-Union soviétique. Et donc cela pose quand même une question juridique, et donc l'Ukraine estime, elle, par contre, évidemment, qu'il y a blocus maritime, puisque comme le territoire de la Crimée lui appartient, elle a un droit maritime sur ce détroit, tout comme la Russie de l'autre côté, donc elle doit pouvoir franchir librement ce détroit pour pouvoir accéder à son port de Mariupol, et donc voilà où on en est. Alors, la question, c'est la deuxième question qu'on peut désormais poser, après avoir posé cette question, y a-t-il un blocus maritime contre l'Ukraine, c'est pourquoi finalement la Russie veut mener cette politique? À quoi bon, en fait, bloquer ce détroit pendant 6 prochains mois? Alors, on le sait, que déjà, on sait que la Russie a posté plus de 150 000, entre 100 et 150 000 soldats à la frontière ukrainienne ces dernières semaines. Alors, certes, elle a décidé de retirer une partie de ses troupes, mais par contre, on voit bien que d'un point de vue maritime, elle veut continuer à exercer une pression sur l'Ukraine. On peut dire que cette pression est d'abord, en fait, en réalité, d'abord économique, car le président Poutine comprend que l'Ukraine est un État quand même faible économiquement. Il n'a pas non plus, l'État ukrainien est très faible financièrement, et donc il comprend qu'en fait, par de simples manœuvres militaires, en mettant la pression de cette façon sur l'Ukraine, en la menaçant d'une possible guerre, en jouant psychologiquement sur une menace de guerre,
l'Ukraine en fait est en train tout simplement de sombrer économiquement. En effet, on comprend que cela peut susciter des craintes au niveau des investisseurs, hein, de se dire est-ce que à quoi bon d'investir dans un pays qui peut entrer en guerre, dans un pays qui peut être potentiellement envahi. Et donc, en fait, ceci va créer en fait un risque de crise économique très grave et sociale aussi en Ukraine. On sait que c'est un pays quand même qui a été soumis en 2014 notamment à une révolte d'une ampleur très importante, inédite en Ukraine, en tout cas depuis l'indépendance de l'Ukraine, ce qu'on a vu en 2014 avec la chute du président et la fuite plutôt du président Yanukovych. Et donc en fait, très clairement, le président Poutine comprend qu'il n'y a peut-être même pas besoin d'aller à une guerre pour aboutir, si vous voulez, à un délitement de l'État ukrainien. On l'a vu dans l'Est également de l'Ukraine, hein. Il y a eu des révoltes également en 2014 où cette révolte en fait a été utilisée par en fait des milices pour en fait créer un État proto-État, la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk. Et donc on voit très très bien le calcul fait par Vladimir Poutine qui parie en fait sur un écroulement de l'État ukrainien, un délitement des révoltes également en Ukraine, puisqu'il comprend en fait qu'il y a en fait également au sein de la société ukrainienne, si vous voulez, un antagonisme. Il y a une certaine hétérogénéité quand même au sein de la société ukrainienne, même si ces dernières années, cette hétérogénéité c'est sans doute un petit peu atténué du fait qu'en fait, déjà il y a une hétérogénéité linguistique et qui donc implique en fait qui implique qu'en fait certains Ukrainiens ont une certaine proximité culturelle avec la Russie, hein. Je parle notamment des populations ukrainiennes de l'Est, qui se sentent sans doute proches culturellement d'une partie de la Russie. En tout cas, c'est le pari qu'a fait Vladimir Poutine. Alors, ces dernières années, ce pari a été perdu, il faut bien le dire, car en fait, il y a eu une sorte d'union en Ukraine tout de même contre la Russie, même si une partie de la population ukrainienne est toujours peut-être ont peut-être des sympathies avec la Russie. Ceci a peut-être un petit peu disparu ces dernières années avec les événements tragiques de 2014 et 2015. Et donc voilà en fait tout le pari fait par Vladimir Poutine en fait en mettant la pression sur l'Ukraine, sans parler encore qu'il veut aussi créer un corridor sans doute pour relier la Crimée aux républiques séparatistes de Donetsk et de Luhansk, puisqu'il faut bien comprendre hein, que ces deux républiques séparatistes ne sont pas sans doute viables en fait. Elles n'ont pas de profondeur territoriale. Elles sont coupées en fait du reste de elles ne sont pas reliées ils n'ont pas une continuum territorial avec la Russie. Et donc en fait, ce sont des États de quelques kilomètres carrés seulement. Et donc, Vladimir Poutine peut-être voudrait aussi créer un corridor entre la Crimée et ces républiques séparatistes qui impliquerait en fait la prise de Mariupol et peut-être c'est un peu ce qu'il recherche en fermant ces détroits de Kerch. Il essaye en fait tout simplement d'étouffer économiquement Mariupol et toutes ces régions et sans doute peut-être d'essayer de créer un corridor entre la Crimée et ces républiques séparatistes et peut-être même de créer une guerre également, il faut bien le dire, pour pouvoir justifier en fait la création de ce corridor territorial. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas d'un point de vue militaire, ce qui est en train de se passer dans ces tensions entre l'Ukraine et la Russie. Mais comme on l'avait dit la semaine dernière, les tensions, même si les principales tensions en ce moment sont entre l'Ukraine et la Russie, il y a des tensions d'un autre type avec la Russie qui sont plutôt d'ordre diplomatique, avec le reste avec une partie de l'Union des pays de l'Union européenne. Alors la semaine dernière, on avait parlé du cas tchèque, notamment avec l'annonce de 18 diplomates russes qui allaient être expulsés de l'ambassade russe à Prague. La Russie le lendemain a expulsé une vingtaine de diplomates tchèques basés à l'ambassade de Moscou. Et en fait, si vous voulez, la Tchéquie n'a pas du tout apprécié cette réponse disproportionnée la Russie a voulu prendre une réponse encore plus, plus sévère puisqu'elle a expulsé 20 diplomates et non 18. Or, en termes diplomatiques, cela signifie très clairement, cela montre
et qu'on a riposté de façon plus sévère, et donc prenant acte en fait de cette réponse disproportionnée de la Russie, la République tchèque a donc annoncé avant-hier l'expulsion de 63 diplomates russes supplémentaires de l'ambassade russe à Prague. En fait, il faut bien savoir que l'ambassade russe à Prague était était disproportionnée par rapport à l'ambassade tchèque à Moscou, qui n'avait à peu près une 20-25 diplomates, alors que l'ambassade tchèque, l'ambassade russe à Prague, avait plus d'une centaine de diplomates. Alors, ce qu'a proposé la Tchéquie, enfin, ce qu'a tout simplement demandé la Tchéquie, c'est qu'en fait, du fait que en fait, les deux ambassades aient le même nombre de diplomates, et donc, conformément en fait à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations diplomatiques, et donc la Tchéquie a donc, pour arriver au même nombre de diplomates dans les deux pays, a décidé d'expulser 63 diplomates supplémentaires russes basés à l'ambassade russe à Prague. Et en solidarité, également, à ce qui s'est passé, aux révélations faites la semaine dernière par les ministres de l'Intérieur tchèque, Jan Hamáček, et le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, sur une explosion provoquée par les services secrets militaires russes, et le GRU, qui avait provoqué la mort de 2 ressortissants tchèques. D'autres pays ont annoncé des expulsions des expulsions d'ambassadeurs russes. C'est le cas notamment de la Slovaquie cette semaine, qui a expulsé 3 diplomates russes. La Lituanie, l'Estonie et la Lettonie ont aussi annoncé l'expulsion d'un diplomate russe chacun, donc 3 au total pour les 3 pays. Et également, mardi, la Bulgarie a expulsé aussi 2 diplomates russes suite en fait à une affaire d'espionnage, puisque le procureur de la République en Bulgarie a annoncé en fait que 6 personnes ont été inculpées cette semaine en Bulgarie, parmi lesquelles en fait d'anciens officiers des renseignements militaires qui sont suspectés d'avoir espionné pour le compte de la Fédération de Russie. On sait qu'il y a beaucoup d'affaires depuis ces dernières années en Bulgarie qui concernent qui impliquent des membres des services secrets qui ont notamment travaillé pour le compte de la Russie. Et donc, pour ce faire, en fait, le gouvernement de Boyko Borisov veut être très très ferme. Et ces dernières années, de très nombreux diplomates russes ont été expulsés de Bulgarie, et également, donc encore 2 cette semaine ont été expulsés de Bulgarie. Donc voilà tout ce qu'on peut dire en termes de toute l'actualité qui se rapporte aux tensions avec la Russie. Alors la bonne nouvelle de la semaine, c'est quand même que le principal opposant au président Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a annoncé la fin de sa grève de la faim. Après 3 semaines de grève de la faim, il a décidé de se réalimenter et de se réhydrater. Et donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle de la semaine. On attendait de fortes manifestations à Moscou. On avait peut-être un petit peu surestimé peut-être l'ampleur de ces manifestations. Certes, elles ont bien eu lieu, mais elles n'étaient pas aussi massives qu'on peut-être on l'attendait. Mais toutefois, le Kremlin, quand même, sans doute craignant d'autres manifestations, a préféré en fait prendre les devants et annoncer qu'en fait le médecin personnel d'Alexei Navalny allait pouvoir lui rendre visite, et donc Alexei Navalny a confirmé qu'il recevait les soins nécessaires, adéquats, idoines par rapport en fait à la maladie ou aux problèmes pathologiques dont il rencontre. Donc face à cette pression, et donc il a remercié ses supporters et tous les gens qui ont manifesté pour lui, et tout le soutien international qu'il a obtenu, et donc a mis fin à sa grève de la faim. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité liée à la Russie. Donc on voit c'est une actualité très très riche. On voit que sans doute on va assister sans doute à des rebondissements dans l'actualité avec la Fédération de Russie, car elle est déterminée à montrer son rapport de force. Sans doute aujourd'hui on a un État dominé par les services secrets en Russie, qui, eux, ont un agenda géopolitique très établi, et donc on va sans doute encore continuer de parler sur ces chaînes des futurs rebondissements qu'on pourrait avoir avec la Russie en ce qui concerne ses tensions avec l'Ukraine et le reste du monde.